portes d'entrée des villes pour donner une coloration de ce qu'on va trouver dans la ville. Et les maires sont assez fiers de ces ronds-points-là. Alors il y a du bon, à point de vue esthétique, il y a du bon et du moins bon, vous allez voir, avec ce reportage d'Yvan Martinet et de David Dameda. Une huître monumentale, des parasols géants ou des bateaux en papier grands comme des voiliers. Des sculptures de rond-point comme celle-ci, vous en avez sans doute déjà croisé. Simple décoration? Certainement pas. Pour leur auteur, ce sont là d'authentiques œuvres d'art. Star des giratoires, à défaut d'être une star des musées, Jean-Luc Play façonne à sa façon les paysages routiers. Quelle retrouvaille! Quel bonheur! Pour lui, tout a commencé ici, au sud de La Rochelle, il y a 10 ans, avec ce tonneau géant. C'est the premier, the first. Et chaque fois qu'il le revoit, je l'aime. Visiblement, ça lui fait quelque chose. À 52 ans, Jean-Luc Play, artiste plasticien, a déjà décoré Mais super. une trentaine de ronds-points. Bien plus qu'un métier, une mission suprême. Les ronds-points, c'est un espace gratuit. Moi, je fais de l'art populaire. Je restitue, je rends au peuple l'art. Ambitieux projet qui passe par son petit bureau de La Rochelle. Ici, le créateur laisse libre cours à son talent. Dans ses tiroirs, des dizaines de projets d'aménagement de ronds-points tout droit sortis de son imagination, pour le moins fertile. Une peau de vache avec 4 pieds qui bougent avec le vent. Mais le plus souvent, Jean-Luc Play met en scène le patrimoine local, à l'image de ce projet pour un village producteur de moules. Voilà, conchyliculture. On parle toujours des huîtres. Et pourquoi pas des moules? Pour dire, bah, l'huître nous fait un peu d'ombre, alors maintenant, la moule est devenue reine. Alors là, elle ferait quelle taille cette moule? 3 mètres? Ah, c'est une grosse moule, quoi. Oui, une grande moule. Voilà, c'est un projet parmi tant d'autres. Des moules pour Arcachon ou pour la Martinique, un giratoire fait de bananes géantes, 4 mètres chacune, autant dire de la très belle banane. Presque une consécration, ces ronds-points font à présent l'objet de cartes postales, au même titre qu'un château ou qu'une église. Car ces créations, peu à peu, deviennent le nouveau visage de la France. Inscrire son style dans le paysage, ce jour-là, l'artiste s'apprête à le faire une nouvelle fois à travers ce projet de sculpture. Une évocation bucolique pour une commune installée dans les marais de la Gironde. J'avais l'idée de faire l'envol de hérons. Parce que là-bas, croyez-moi qu'il y a des hérons. Ici, sur la côte, par exemple, savez-vous que 40% des cigognes naissent en Charente-Maritime. Les cigognes sauvages. Là-bas, il y a des hérons. Et je trouve très beau, très léger de voir ces oiseaux s'envoler dans nos marécages avec des roseaux. Enfin, c'est une idée. Comment, d'une simple idée jetée sur une feuille blanche, une œuvre de rond-point voit-elle le jour? Pour le comprendre, nous accompagnons l'artiste à un rendez-vous d'affaires. Il espère vendre sa sculpture de héron au maire d'une petite commune des environs. Mais il n'a pas le droit à l'erreur. Ses 10 années d'expérience lui ont appris une chose, un élu, ce n'est pas un client comme les autres. Il y a l'art et la manière de savoir négocier ne serait-ce que l'ouverture de la porte. Après, il faut savoir s'asseoir. Il faut avoir les mots bleus. Il ne faut surtout pas se gourer de vocabulaire. Voilà, il y a toute une approche. C'est-à-dire, pour plaire à vos clients, des élus, il faut les caresser dans le sens du poil? C'est souhaitable. Vous avez intérêt d'avoir une culture politique avant de rentrer dans le bureau de tel ou tel maire. De savoir, avant toute chose, de quel bord il est. Et de faire abstraction de vos politiques, de vos pensées. Il faut être apolitique quand on est artiste. Voilà pour la théorie. Dans 5 km, on est sur place. D'accord. La pratique, Ah oui, c'est pas grand comme bled. c'est tout de suite.
Et où est-ce qu'ils vont leur faire un rond-point ici? C'est là où il y a le Christ. Bon. C'est maintenant que tout se joue. Yves Perrochin, maire donc, de cette petite commune d'Ars-sur-Gironde. Voilà. Voilà, 630 habitants, petit, hein, mais bon. Alors, Enchanté, monsieur le maire. Bonjour. Monsieur Perrochin. Bah, c'est sympa de nous recevoir. Mais, C'est très gentil à vous. Ah, bah j'apprécie. Une sculpture à l'entrée de la mairie, c'est bon signe. Mais le maire sera-t-il séduit par les hérons de Jean-Luc Play? Il ignore tout du projet et pour la première fois, il va enfin découvrir l'ébauche de l'artiste. Ici, les marais, pour moi, il y a les oiseaux, ce que vous m'avez confirmé. Je crois qu'il sera intéressant d'avoir une scène de hérons en train de décoller. Ça peut être très beau, et d'autant plus si on pouvait mettre ces oiseaux sur une pièce d'eau, avec des roseaux, bien sûr. Maintenant, je suis là pour vous écouter et voir quels sont vos projets. Il vous séduit ce projet? sincèrement, il y aurait peut-être des... L'idée est bonne, voilà. Bah, c'est chouette. Maintenant, je sais pas, c'est peut-être aussi est-ce que les ailes doivent être plus... Je sais pas, mais c'est bien. Disons, je le découvre. Alors, voilà. Dire qu'il me plaît, oui, il me plaît, certes. Ouais. Le créateur semble avoir fait mouche. Si vous voulez, on peut les... Mais un sujet majeur n'a pas été abordé, le prix de l'œuvre. Dans quelle fourchette on n'en parle pas aujourd'hui? Bah, je peux vous donner un ordre d'idée, 1 million d'euros. Non, c'est un budget pour un 10 mètres qui ne pourrait en aucun cas dépasser une somme maximale de 30 000 euros hors taxe. 30 000 euros, à ce prix-là, le maire devrait parvenir à convaincre son conseil municipal qui doit voter le projet. Satisfait? Plus jamais je lâche le fil et je vous certifie à 95% que je ferai ce giratoire. Là ce rond-point, il est pour vous? Oui. Oui. Ouais, vous êtes sûr qu'il signera? Maintenant, il faut m'appeler David Vincent, comme les envahisseurs. Envahir l'espace, vendre à tout prix ses œuvres. Direction, le futur giratoire où devraient se poser les hérons de Jean-Luc Play. 30 000 euros, pour lui, c'est un petit contrat, car ses projets atteignent parfois les 70 000 euros. Alors en chemin, l'artiste se fait camelot. Il tente de vendre d'autres aménagements pour le village, histoire d'alourdir la facture. Le 10 novembre, les mômes, quand ils sortent de l'école, il fait nuit. Eh bien, si c'est balisé avec des points de lumière, on ralentit. On voit, on ne peut pas ignorer. Et là, c'est insignifiant en coût. Mais le maire préfère s'en tenir à l'ordre du jour, là, au croisement de ces deux départementales. D'accord. Pour installer ce rond-point, il va falloir déplacer ce crucifix fin 19e et abattre les arbres qui l'entourent. Monsieur le maire en est convaincu. Avec une sculpture contemporaine sur son giratoire tout neuf, les automobilistes viendront découvrir son beau petit village. Et tant pis pour Jésus. C'est une fontaine que... Les gens passent, mais ne vont pas forcément dans le bourg à la boulangerie. Quoi. Donc, à nous de trouver le petit truc supplémentaire. Comptez sur moi. Et vous avez envie de faire la nique aux voisins avec un rond-point qui soit original Je vous le dise, oui, allez, on dit pas comme ça. Ça me démange. Ça me démange un peu, oui. Voilà. Pourquoi? C'est bien, justement pour identifier notre commune. Des ronds-points pour attirer le chaland, il suffisait d'y penser. Si Jean-Luc Play s'est lancé sur ce créneau de l'art giratoire, il le doit à un personnage important, avec qui, justement, il a rendez-vous. Je viens d'appeler le sénateur, qui ne saurait tarder. Ce sénateur, le voici. Bonjour Monsieur Play, comment allez-vous? Il s'appelle Daniel Laurent, et pour lui, un rond-point peut être bien plus qu'un rond-point. C'est moi qui ai lancé cette idée d'aménager les giratoires. Pourquoi? Et de les faire vivre. Parce que je considère que ce sont des portes d'entrée de nos communes. Et l'idée? Alors comme chaque fois qu'ils se croisent, Jean-Luc Play essaye de lui vendre une création. Le nouvel aéroport. Saint-Agnan. Voilà.
Et ben moi, je me dis qu'on devrait faire le logo de la Charente-Maritime, le premier rond-point vue d'avion. C'est-à-dire que tout là-haut, les gens, ils vont survoler la région. Et quand ils vont se poser, ils auront le tampon. Un giratoire vitrine du département, exactement ce qu'affectionne l'élu. C'est une très bonne idée. Je vous en remercie. J'espère que vous allez m'accompagner dans mes rêves. Écoutez, moi, il n'y a pas de raison pour... Mais c'est surtout un projet qu'il a le pouvoir de financer. Car il est aussi vice-président du Conseil général. Et à ce titre, c'est lui qui distribue les subventions pour décorer les ronds-points. Nous proposons au maire de la commune, sur lequel nous installons un rond-point, plusieurs hypothèses. Soit nous aménageons le rond-point et nous le végétalisons à moindre coût, soit on lui donne l'opportunité de pouvoir réaliser justement une fresque historique ou un sujet qui marque l'histoire de sa commune. Et dans ce cas-là, le Conseil général lui donne 22 000 euros pour les grands giratoires et 11 000 euros pour les petits. Allez, je fonce. Il distribue ainsi plus de 200 000 euros par an à travers le département. De quoi embellir une dizaine de giratoires. Et à lui seul, Jean-Luc Play parvient à ravir environ 20% de ce marché. Et hop. Allez, hop. Voilà, je rentre chez moi. La semaine est finie. Des politiques en indéfectibles alliés. Pour en arriver là, l'artiste des giratoires a dû se faire courtisan et trouver les bons réseaux d'influence. L'un d'eux s'avère particulièrement efficace. J'ai moi-même, personnellement, des approches qui peuvent aller jusqu'à la franc-maçonnerie, tout simplement. Et ça aide? C'est pas nocif. Vous pensez que vous avez pu obtenir des marchés grâce à ces relations? Oui. Ces réseaux, ces ronds-points, auront mené Jean-Luc Play au-delà de ses ambitions les plus folles. Car artiste, il a bien failli ne jamais le devenir, faute de bagages. Famille modeste, privé d'études d'art, il rentre chez Renault à la fin des années 70. Promis à un avenir d'ouvrier à la chaîne, il s'inscrit au rallye réservé aux salariés de la régie. Et dans sa R5, il remporte la saison. Me voilà. Je n'avais pas la moustache à l'époque. Mais c'est moi, c'est bien moi. Et j'ai passé une année formidable, mais moi je voulais pas être pilote de course. Je voulais faire de l'art. Et à la fin de cette année sportive, je me suis retrouvé dans les bureaux de la très haute direction qui est du Point du Jour, où pour moi c'était un peu la lampe d'Aladin, on nous demandait ce que l'on voulait faire. Le pilote demande alors à intégrer le pôle design de chez Renault. Il y a tout appris. Après Renault, il a sculpté des légumes, des logos, du sable les mauvais mois, ou même des tables burgers pour les décors du film Nuit d'ivresse. Passer d'un décor de cinéma à un rond-point, on perd pas un peu en glamour? Non, parce que dans le décor de rond-point, j'ai une totale liberté. Voilà, c'est moi qui crée, qui propose telle idée et qui lui donne la forme qui me convient. Voilà, donc ça c'est vraiment de la création pure avec une liberté totale. Un peu piqué au vif, l'artiste. Comment ça, ces ronds-points ne seraient pas la forme d'art la plus noble qui soit? Histoire de remettre les pendules à l'heure, le créateur nous a prié de passer par l'atelier de Sylvain Rau, l'un des 10 sculpteurs compagnons du devoir en France. Autant dire, un cador du burin. Après avoir rénové Notre-Dame, la Sainte-Chapelle ou le Louvre, après avoir taillé la pierre, le granit ou le marbre, depuis 2 jours, il sculpte dans cette mousse la maquette d'un rond-point imaginé par Jean-Luc Play. Que ça soit en bois, en pierre ou en mousse, pour nous c'est pareil, une œuvre reste une œuvre. Là, vous n'avez pas l'impression de travailler un peu moins pour l'histoire quand vous vous attelez à un rond-point? Non, moi je pense pas, non, parce que l'histoire, c'est l'histoire de la commune qui l'a commandée, c'est l'histoire de toute une équipe derrière, j'imagine, qui l'ont imaginé. Non, moi je pense que je perpétue en fait ce que faisaient mes ancêtres il y a très longtemps, quoi. Si ce projet voit le jour, il fera 5 mètres de haut, entièrement sculpté dans cette mousse polyuréthane.
Moins cher que la pierre, moins dur aussi, si un automobiliste rate le rond-point. Très bien. Très bien. Personne ne leur a passé commande de cette œuvre. Voilà. Ils espèrent susciter le coup de cœur d'un maire Je vais me charger d'assembler le raisin. grâce les feuilles. à leur maquette. Enfin, super. T'as grandement assuré. Façonné par l'élite des sculpteurs, financé par les fonds publics, et si l'art giratoire était en passe de devenir un pan du patrimoine français. Qu'elles plaisent ou non, ces œuvres de rond-point semblent devenues incontournables. Et voilà pour ce reportage de Yvan Martinet et de David Dameda. Et nous sommes de retour ici avec vous, David Mangin, sur cette place de l'Étoile, devant cet arc de triomphe. Et vous êtes toujours architecte et urbaniste. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez signé ce livre qui s'appelle « La ville franchisée, forme et structure de la vie contemporaine », où vous décrivez ce que cette ville est devenue et vous annoncez vos solutions possibles dans cet autre ouvrage qui s'appelle « La ville passante ». Un mot d'abord sur ces ronds-points. Je vais redonner 2-3 chiffres sur ces ronds-points pour compléter ce qu'a dit Yvan Martinet. Sur ces ronds-points, là aussi, comme la distribution, c'est une spécialité française, les ronds-points. On est champion du monde des ronds-points. La moitié des ronds-points construits à travers le monde sont construits en France. La moitié. Ça veut dire qu'il y en a au total 18 000, c'est une estimation en 2006, et que leur coût est situé entre 150 000 et 800 000 euros le rond-point. C'est pas mal quand même. Ça nous vient d'où jamais construit. ça vient d'où cette passion des ronds-points? Alors qu'on sait que c'est anglais au départ, les ronds-points. Oui, au départ c'est anglais. On a essayé de prendre le système anglais qui était d'avoir d'assez grands ronds-points pour mailler l'ensemble de la ville. Et en fait, on a hésité, on a mis du temps à les adopter, car il y a un problème de code de la route à régler, c'est-à-dire qui avait la priorité sur l'anneau, est-ce que c'était les entrants, est-ce que c'était les sortants. Ici par exemple, c'est l'exception française, c'est priorité aux entrants. D'accord, mais partout ailleurs, c'est pas le cas. Partout ailleurs, c'est pas le cas. Alors, mais est-ce que c'est une bonne chose pour l'environnement, ce genre de rond-point? Au départ, les bonnes raisons de faire les ronds-points, il faudrait distinguer rond-point et giratoire, c'est pour avoir plus de fluidité et surtout avoir plus de sécurité dans les carrefours de campagne. Donc ça a commencé comme ça. La grande question, c'est que c'est devenu inflationniste, délirant, et que c'est devenu en même temps une troisième fonction, c'est un grand diffuseur de l'urbanisme. C'est-à-dire vous branchez, vous dessinez un giratoire, et puis ça fait forcément des routes. Ça fait 4 routes qui arrivent, on corrige la géographie, on nivelle tout ça. Donc la géographie disparaît, la spécificité des villages, des bourgs ou même des grands territoires disparaît, tout est corrigé par la géométrie routière. Et puis on se branche dessus au plus offrant. Alors qui est une zone d'activité, qui est un lotissement résidentiel, qui est un parc donc ça touristique. génère ses propres pollutions urbanistiques, si je puis dire. C'est une espèce de mécano infernal qui est devenu une façon de faire très française. Et pourtant, on voit des maires qui sont très fiers, et leurs habitants d'ailleurs souvent aussi, de ces ronds-points décorés, artistiques, qui signent l'entrée des villes. Oui, mais au même moment où ils essaient, comme le reportage que vous avez fait le montre, ils essaient de donner un peu d'identité à d'histoire et de géographie au site, ils refabriquent des espèces de micro-rocades autour de leur bourg et leur village, qui fait que vous pouvez traverser toute la France, vous allez passer de grandes rocades autour des villes à des micro-rocades autour des bourgs et des villages. Alors, ces fameuses rocades, ces ronds-points, ces échangeurs, puisque les zones commerciales se sont installées là, après des échangeurs, oui, elles aussi. Je pense que l'enjeu quand même plus important, plus sérieux, c'est comment on va transformer ces entrées de ville en entrées en ville, et comment on va faire d'emblée des grands quartiers multifonctionnels, en termes un peu barbares, c'est-à-dire où il y a à la fois du logement, à la fois du bureau, à la fois des activités, des artisans et des surfaces commerciales. Ça veut dire quoi? Qu'il faut refaire une ville autour du centre commercial? Alors, ou les deux cas, où vous êtes dans des aires commerciales qui existent déjà, il faut qu'elles se transforment, qu'elles reformatent leur parking, qu'elles acceptent d'autres programmes, faire que ce soit plus confortable pour les gens, parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez aberrant. Quasiment dans les grandes surfaces de parking, les gens reprennent la voiture pour aller à un parking un peu plus loin, dans les gigantesques centres commerciaux régionaux. Donc c'est des formats qui sont... En plus, je pense qu'effectivement les gens en ont ras-le-bol. Ils voient la même chose et
Isère sur des grandes surfaces. Et ça, les maires, les municipalités en sont conscientes et elles ont les arguments pour résister à la tentation commerciale. Oui, non. Ce qui peut rendre optimiste, c'est qu'il y a un certain nombre de grands maires de grandes villes en France. Je pense à Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, toutes tendances confondues, mais des maires qui sont vraiment intéressés par ces questions d'aménagement urbain et de projets urbains, ont démontré depuis 15 ans qu'on pouvait faire autre chose. Le vrai défi aujourd'hui, c'est que ça continue dans les villes moyennes. Il y a des redéploiements des mêmes produits, parce que c'est bien la question. Et vous dites, si je vous ai bien compris, que le fameux modèle à l'américaine, no parking, no business, hein, c'était ça, on disait si on n'avait pas des parkings, on ne pouvait pas faire des affaires, c'est en train d'être vu. On voit bien que quand il y a des offres différentes, les gens s'intéressent à varier les plaisirs, si j'ose dire. Et avec un habitat qui peut être lui aussi différent. Avec un habitat qui peut être c'est un autre programme, mais de ne plus faire que de l'habitat étendu, ça on a bien compris, qu'on veut faire un peu de verticalité pour arrêter de faire des kilomètres avec des bagnoles et de courir et de consommer de l'essence et de polluer la planète. C'est tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci David Mangin d'être venu nous voir ici. On avait bien choisi l'endroit quand même. Un lieu assez central. Et je rappelle votre livre, ça s'appelle La ville franchisée, forme et structure de la ville contemporaine, avec plein de schémas d'ailleurs, de photos et de schémas sur la façon dont cette ville s'est développée et sur la façon dont elle pourrait ou devrait évoluer. Alors on va parler d'un autre sujet qui s'appelle les friches industrielles. Là aussi c'est sensible, là aussi la France est mitée de ces friches par centaines de milliers, il n'y en a que moins qui sont dangereuses, mais beaucoup nous envahissent. Comment est-ce qu'on peut les traiter? Séverine Lebrun et Vincent Barral sont allés voir ce qui se passait quand on était maire et qu'on avait chez soi une de ces friches qui vous encombrait. À Dieuloir, en Meurthe-et-Moselle, les visiteurs sont accueillis par un effroyable spectacle. Une usine en ruine couverte d'inscriptions alarmantes, juste à l'entrée de la ville. Monsieur le maire passe devant tous les matins, en allant au bureau. Il l'a surnommée la verrue purulente. Ça, c'est la première image qu'on voit quand on arrive dans votre ville, monsieur le maire? Oui, c'est la première image qu'on voit. Elle est bien désastreuse, bien triste. C'est-à-dire? C'est même pire que ça. C'est une image d'un site abandonné, pollué. Ça vous pose un problème de la voir tous les jours comme ça? Ça me désespère. Ça me sabote le moral chaque jour que je la vois. Le portail est toujours fermé à double tour pour éviter les intrusions. Seul le maire en a la clé. À l'intérieur, une ancienne installation de recyclage d'huile de vidange, des huiles noires. L'usine a fait faillite il y a 18 ans. Les patrons sont partis en laissant tout en plan. Depuis, elle est envahie par les herbes et tombe en ruine. Donc la cheminée qui s'est écroulée là, hier par le vent, bougeait de façon importante et risque de se décrocher à tout moment. Et telle qu'on peut voir, elle tient quasiment plus du tout là, sur la partie là. Et donc on s'attend à tout moment à ce qu'elle tombe. Quand il a été élu maire il y a 2 ans, Henri Poirson s'est engagé à tout faire pour se débarrasser de cette verrue. Mais il y a un gros problème. Le terrain est imbibé d'huile souillée. Donc c'était la filtration ici. Et là vous sentez l'huile. Et plus vous avancez, plus vous sentez. Je vous demande d'être extrêmement prudent là. Hydrocarbures, PCB, des polluants hautement toxiques qui contaminent régulièrement les cours d'eau de la petite commune. L'ensemble du site est gorgé d'hydrocarbures. Sous nos pieds là. Sous nos pieds. Partout où on va fouiller, de toute façon, on retrouvera des huiles noires. Naturellement, quand il pleut, ça rentre et ça ressort au travers du ruisseau et entraîne en même temps des hydrocarbures. Donc on a des huiles en permanence qui s'évacuent lentement vers le ruisseau. Démonter l'usine et assainir les sols coûterait au moins 3 millions d'euros. Inconcevable. Cela engloutirait tout le budget de la ville. On n'a pas les moyens de dépolluer. Je le dis ouvertement, on n'a pas les moyens. Et de toute façon, il est hors de question pour nous qu'on fasse payer à nos administrés une exploitation d'industriels qui leur a rapporté de l'argent en son temps et qui nous laisse la verrue après. Et on est hors de question. Quelque part, quelqu'un doit assumer les responsabilités. Mais en tous les cas, ce ne sera pas nous. En attendant la solution miracle, l'usine de 5000 m², moche et dangereuse, se délite inexorablement.
Des sites comme celui de Dieuloir, il y en a partout en France. Des milliers d'hectares dévastés, de terrains pollués. 300 000 friches industrielles s'incrustent durablement dans notre paysage. Mais qui en a la responsabilité? Qui est censé régler la facture? Et pourquoi n'arrive-t-on pas à les faire disparaître? À Dieuloir, pour se débarrasser de cette horrible friche, il faut donc dépolluer. Mais qui va payer? Le maire a d'abord essayé de retrouver la trace des industriels qui ont abandonné ce site pour leur demander des comptes. Un ancien actionnaire a accepté de nous répondre par téléphone. 18 ans après, l'usine n'est plus son problème. Je suis en train de faire un reportage sur l'ancien site UFP de Dieuloir. Oui. Et comme vous étiez l'un des anciens PDG, j'aurais souhaité vous en parler en fait. Oui, moi j'ai pas tellement envie d'en parler là. J'essaye de comprendre un petit peu comment ça se fait que ce site a été abandonné et pas dépollué pendant 20 ans. Après moi, alors là j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Vous savez bien que c'était quand même une activité... Attendez, vous voyez ça avec vos yeux d'aujourd'hui, vous pensez qu'avant en arrière, on n'avait pas non plus les mêmes critères. Maintenant on est devenu, on voit les choses différemment. Bon enfin écoutez, si vous voulez mettre la pollution sur le dos, non, alors là non. Ça certainement pas, c'est pas possible. On ne vient pas me ressortir ce truc-là, j'ai perdu des sommes colossales. Bon. L'usine a été mise en liquidation judiciaire. La pire des situations, il n'y a plus d'argent pour nettoyer le site. Le maire a donc alerté les pouvoirs publics. Ils sont censés prendre le relais. Il a écrit des dizaines de courriers. Il est même monté à Paris, rencontrer la secrétaire d'État à l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. Pas de chance, quelques mois plus tard, elle changeait de poste. Donc à partir de là, il faut de nouveau reprendre rendez-vous, de nouveau remonter à Paris, de nouveau réexpliquer, refaire un dossier et réexpliquer nos problèmes. Donc c'est ainsi un perpétuel recommencement. Donc ça prend du temps et on perd du temps. Il faut être honnête, on perd du temps dans les problèmes administratifs. À notre tour, nous avons voulu solliciter les administrations concernées. Direction Nancy, pour un parcours du combattant. Première étape à la préfecture. Le préfet a refusé nos demandes d'interview. Nous tentons quand même notre chance auprès de ses services. Mais période électorale oblige, on nous explique que le devoir de réserve interdit à ses fonctionnaires de nous répondre. Parce que quand vous dites le devoir de réserve, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que non, on ne s'exprime pas dans les médias. Je vais revoir, moi quand je comprends bien votre demande, je vais revoir. Parce que c'est qui les techniciens qui s'occupent de ça? C'est la DRIR. C'est la DRIR, maintenant ouais. On va aller les voir de toute façon, c'est à côté. C'est la DRIR qui s'occupe de ça. Consciencieux, nous allons donc à la DRIR, un service technique chargé de l'environnement, à 2 rues de là. Oui, alors vous voyez que la PREF, c'est la PREF qui peut vous... Mais on en vient là. Vous venez de la PREF, bah oui, mais nous... Mais est-ce qu'il y a moyen au moins déjà de discuter avec quelqu'un? Parce qu'on n'a aucun interlocuteur en fait sur ce dossier. Mais moi on me répond que c'est pas nous, c'est la PREF. Il faut voir directement avec la préfecture. Autre piste, on nous conseille de frapper à la porte de l'ADEME, l'agence publique chargée des dossiers écologiques. Un reportage sur Dieuloir, le site pollué. Et est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui peut nous en parler un petit peu en fait?